Bonjour à tous. Sur les radios, c'est bon. RB, ça va. Calédonia aussi, c'est bon. Gouvernement, c'est bon. NC Première, c'est bon également. Sur le point sanitaire en Nouvelle-Calédonie, donc 52 tests ont été réalisés hier. Tous se sont révélés une nouvelle fois négatifs. Par contre, nous avons eu l'information ce matin qu'une des personnes évassanées de Wallis et Futuna a été décédée hier soir. Donc, nous transmettons au nom du gouvernement à toute la famille toutes nos condoléances pour le décès de cette personne. Sur la question de la vaccination, nous avons encore eu des discussions avec l'État qui ont été approfondies sur la question des vaccins et de la transmission des vaccins. Donc, vous savez, vendredi dernier, nous avons eu 5360 doses qui nous ont permis encore de reprendre le rythme normal de à peu près entre 1800 et 2000 injections au jour. Nous avons un nouveau plateau qui arrivera ce vendredi avec 9360 doses. Et aujourd'hui, nous approchons quelques centaines de vaccinations près, les 40 000 doses administrées depuis le début de la vaccination, donc un rythme extrêmement soutenu sur cette partie-là. Donc nous sommes à 39 274 doses administrées aux Calédoniens entre les premières et les secondes doses depuis le début de la campagne de vaccination. Pour vous informer, puisque je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la question des transports et notamment la reprise des vols et des personnes qui étaient bloquées en métropole et à Wallis et Futuna suite à la suspension des vols. Déjà, la première chose, c'est qu'on les oublie pas. On est en train de s'organiser justement pour que tout le monde puisse rentrer dans les meilleurs délais, quitte à augmenter nos capacités de quatorzaine en Nouvelle-Calédonie pour avoir un lissage rapide de ces personnes. Le point important, c'est que les personnes qui étaient prévues sur les vols depuis juillet et qui avaient déjà un billet d'avion ne seront pas décalées dans le cadre du rapatriement, mais un point spécifique sera fait notamment mardi, soit par la direction, soit par le membre du gouvernement, pour expliquer justement cette stratégie de rapatriement et être précis pour donner de la visibilité aux Calédoniens. Ce qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est de faire un petit point notamment sur la question de l'école, et je vais laisser la parole à Isabelle et je reviendrai à la fin sur les prochaines annonces de sortie de confinement la semaine prochaine. Merci Christopher, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais vous proposer en première partie de mon allocution un petit bilan sur le confinement, puisqu'on peut être fier en tout cas de la solidarité entre les collectivités et entre les Calédoniens qui ont permis que ce confinement se passe au mieux. Dans les crèches notamment que nous avions laissées ouvertes pour accueillir les enfants de personnel prioritaire, 240 enfants ont été accueillis et 14 crèches ont resté ouvertes pendant les 3 semaines de confinement et 27 la dernière semaine. Donc je voudrais remercier, je voudrais remercier particulièrement donc toutes les crèches, les services de la province sud qui ont géré les inscriptions et l'Union des professionnels de la petite enfance. J'associe aussi à ces remerciements les organisateurs de centres aérés, puisque comme vous l'avez vu, les centres aérés ont fonctionné en accueillant moins d'enfants cette deuxième semaine de vacances, mais ils ont su également modifier leur organisation pour accueillir ces enfants et soulager le quotidien des parents. Je voudrais revenir aussi sur l'hébergement des personnes sans domicile fixe, pour vous donner quelques chiffres. Donc, une centaine de repas ont été servis chaque jour dans le cadre des maraudes qui ont été organisées par l'association Macadam. 75 personnes ont été hébergées dans 4 centres, dont 32 à l'internat d'Okamo. Donc, cet internat, je voudrais rassurer les familles, est bien sûr prêt pour la rentrée. Nous en reparlerons un peu plus tard. Tous les locaux ont été bien sûr nettoyés, désinfectés et les matelas changés dans cet internat avec le soutien de la Croix-Rouge. Je voudrais aussi vous remercier dans certains médias d'avoir communiqué sur les actions qui ont été mises en place dans le cadre de cet hébergement, puisque les personnes sans domicile fixe ont créé un potager, ont embelli les espaces verts, à la fois pour améliorer les conditions d'accueil des élèves, mais pour également les remercier d'avoir permis cet hébergement pendant cette période de confinement. Donc je remercie également dans ce cadre l'association Macadam, la DPJEJ, la Croix-Rouge et surtout l'ASE qui nous a permis d'occuper ces locaux. Sur l'accompagnement des personnes, de la population de manière générale, nous avons souvent parlé du 05 30 30 de l'association SOS Écoute. Il y avait différents dispositifs d'écoute, mais je voudrais vraiment faire
un focus sur celui-ci aujourd'hui, qui a reçu énormément d'appels pendant cette période de confinement, à peu près 450 appels, un petit peu moins que l'année dernière. Donc c'est intéressant dans la typologie des appels pour voir les difficultés qu'ont pu rencontrer les Calédoniens pendant cette période de confinement. 50% des appels ont été liés à des questions qui étaient liées directement au coronavirus, mais aussi à des situations de précarité, c'est-à-dire sur les aides alimentaires, les questions de logement. 45% des appels étaient sur des situations de détresse psychologique et des conflits liés évidemment pendant cette période de confinement à la proximité au sein des familles, au sein des logements. Et 5% des appels étaient liés à des situations de violence conjugale. Nous avons aussi eu à peu près 10 appels par semaine liés particulièrement aux situations des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Comme vous le savez, on avait demandé à SOS Écoute d'être particulièrement attentif aux personnes en situation de handicap qui souffrent souvent plus que le reste de la population pendant ces périodes de confinement. Dans le secteur de l'enseignement, un petit bilan rapide également avant de parler de la rentrée. Donc, comme vous le savez, des écoles sont restées ouvertes pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Donc, on a le dernier bilan à jour avec à peu près 260 élèves qui ont été accueillis pendant cette période et 350 enseignants et directeurs qui se sont mobilisés, qui ont été volontaires sur cette période. Donc, je voudrais vraiment saluer leur engagement et signifier également que la vaccination des personnels des établissements scolaires se poursuit sur la base du volontariat. C'est un point important parce que je pense que vous l'avez observé en métropole, les enseignants vont être prioritairement vaccinés à partir du mois d'avril dans la nouvelle stratégie du gouvernement en métropole. Et c'est important que nous ayons pu anticiper sur ce point parce que si nous devions connaître une période d'épidémie dans les mois à venir, il est important que le personnel des écoles soit vacciné pour pouvoir faire face à cette situation. Très rapidement, sur la continuité pédagogique, on peut évaluer que dans le primaire et le secondaire, à peu près 90%, un peu plus de 90% des élèves ont reçu, que ce soit en version numérique ou en version papier, le contenu de leurs cours pendant ce confinement. Donc ça a été plus efficace que l'année 2020, puisque nous avions pu faire des bilans et identifier les familles qui avaient des soucis pour récupérer ces cours. Nous avons aussi ajouté un volet plus social et d'écoute à cette continuité pédagogique, c'est-à-dire nous avons demandé à nos équipes de contacter donc régulièrement des élèves les plus fragiles par téléphone ou par autre mode de communication pour s'assurer que les élèves étaient dans de bonnes conditions. Et nous avons travaillé avec les services sociaux, et je les remercie, sur certaines situations quand nous avons relevé des difficultés importantes dans les familles. Je pense que c'est important de parler de continuité pédagogique, mais aussi d'être au soutien des familles sur la question sociale dans ces situations. Donc, également dire que sur les squats, également, il y a eu des équipes déléguées du vice-rectorat, mais ça s'est fait aussi dans le primaire, pour s'assurer que les élèves, et notamment après la période cyclonique où il y avait eu beaucoup de dégâts, aient pu recevoir leur dossier de continuité pédagogique. Je terminerai en disant aussi un merci particulier à l'OPT qui avait permis que des sites éducatifs soient accessibles gratuitement. Et ils ont également à plus de, alors je pense que c'est 1500 élèves à l'heure où je vous parle, qui ont pu bénéficier pendant la période de confinement, mais aussi pendant les vacances scolaires, de forfaits gratuits pour pouvoir accéder aux sites éducatifs et à Pronote. Je voudrais rassurer les parents sur cette continuité pédagogique, c'est-à-dire que beaucoup de parents nous ont dit qu'il y avait eu pas mal de travail pendant cette période à réaliser, que ce soit en primaire ou en secondaire. Bien sûr, les rassurer pour leur dire que les professeurs vont faire un bilan à la rentrée, que ça va pas redémarrer sur les chapeaux de roue, mais que bien sûr un bilan sera fait et que les enfants qui n'ont pas pu suivre correctement la continuité pédagogique pendant cette période seront particulièrement pris en compte. Sur la rentrée scolaire, aujourd'hui nous allons recevoir les derniers éléments sanitaires qui vont nous permettre demain, je pense pour le président du gouvernement et le haut-commissaire, de communiquer sur ce que sera la situation de la semaine prochaine. Moi, je suis chargée aujourd'hui de vous parler de la rentrée. Je le fais avant cette intervention parce que pour que nos équipes puissent se préparer et également les familles pour la rentrée, il n'est pas possible qu'on fasse cette annonce demain et que les établissements se remettent en route. Donc, ce que nous envisageons, c'est une rentrée normale. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, nous avons travaillé avec les provinces, avec les communes,
avec les chefs d'établissement, les partenaires sociaux et les parents, les fédérations de parents d'élèves, afin de communiquer sur une rentrée classique à partir de lundi. Donc ça veut dire que les transports scolaires se remettraient en route ce week-end, notamment pour les élèves internes qui pourront bénéficier de l'accueil en internat à partir de dimanche. Donc nous sommes bien sûr calés avec les 3 provinces et les communes, et que les élèves qui ne sont pas en internat reviennent à l'école directement lundi, selon leur emploi du temps habituel. Je voudrais préciser qu'à la différence de l'année dernière, cette décision concerne les 3 provinces, c'est-à-dire qu'une rentrée sera la même lundi dans les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Je confirme également pour les petits, c'est une info pratique mais qui est importante pour les parents, que les matinées pédagogiques sont annulées jusqu'aux prochaines vacances. Nous avons pris cette décision pour que les enfants ne perdent pas de temps supplémentaire sur cette période par rapport déjà aux semaines qui ont été perdues par rapport au confinement. Dernière information sur le plan scolaire, le président a commencé à communiquer sur l'élaboration d'un niveau d'alerte qui pourrait donc être diffusé dans les semaines à venir. Et nous avons travaillé dans les établissements scolaires, je voudrais rassurer les parents, pour avoir des protocoles qui vont coller à ces différents niveaux d'alerte. Sur la question du masque, ce sera confirmé demain sur le plan sanitaire, si la semaine prochaine il y a des masques ou pas. En fonction de ça, la rentrée classique se fera avec ou sans masque. Pour l'instant, nous l'envisageons sans masque, mais ça sera confirmé de manière officielle demain. Voilà pour la rentrée. Merci beaucoup Isabelle. Vous le savez, on a encore des mesures de restriction malgré la sortie de confinement qui sont un certain nombre d'établissements qui restent fermés. Je pense notamment aux discothèques, un nombre limité de rassemblements de personnes à l'extérieur avec 50 personnes, le port du masque, des listes obligatoires. Les différents résultats qui ont été annoncés cette semaine vont dans le bon sens et nous confortent dans la stratégie que nous menons depuis le début. Nous attendons encore, et c'est ce qui a été rappelé par Isabelle, les résultats de ce soir. Mais si les résultats de ce soir sont positifs, un certain nombre de restrictions seront certainement levées et annoncées par le haut-commissaire et par le président du gouvernement demain. On va passer à vos questions. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Ce matin, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, annonce que l'État va débloquer 82 millions d'euros pour faire face aux dépenses liées à la crise sanitaire sur le territoire. Est-ce que déjà vous confirmez cette information? Est-ce que vous avez plus d'éléments et qu'est-ce que ça permet de couvrir? J'ai pas beaucoup plus d'éléments. Je pense que le haut-commissaire et le président peut-être en parleront plus en détail demain parce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger directement avec le ministre. C'est ce qui était prévu depuis quelque temps. Ça avait été annoncé par le ministre de l'Outre-mer, cette prise en charge notamment des frais de quatorzaine et des frais liés au côté sanitaire et qui permettait justement de permettre à la Nouvelle-Calédonie de rester dans une situation Covid-free. Où il y a eu un moment de réajustement là aussi avec l'introduction du virus avec les vols de Wallis et Futuna. Mais du coup, ces 82 millions d'euros, enfin ces 10 milliards CFP viennent notamment couvrir tout ce qui est frais de quatorzaine et frais sanitaires. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir cette prise en charge de ces frais par l'État. Je remercie sincèrement l'État et en particulier le ministre des Outre-mer qui s'était engagé et qui a tenu sa parole sur ce point-là qui est extrêmement important. On a la chance d'avoir l'État à nos côtés déjà sur les vaccins, plus maintenant sur la prise en charge sanitaire. Je crois que c'est une réelle chance pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, bonjour, Yvan Avril, NC La Première. Alors, tout simplement, Christopher Gies, vous annoncez que les dernières mesures de restriction pourraient être levées à partir de lundi. Est-ce que l'on peut raisonnablement imaginer que ça comprenne les discothèques, les lieux où effectivement il y a plus de 50 personnes? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a aujourd'hui, et ça a été rappelé par Isabelle Chamorro, une stratégie sanitaire avec des niveaux d'alerte qui est en train d'être finalisée par la direction des affaires sanitaires. Si les derniers résultats montrent prochainement que nous n'avons toujours pas de cas positifs en Nouvelle-Calédonie, on sera dans un niveau de risque extrêmement faible en Nouvelle-Calédonie et dans une situation de Covid-free retrouvée. Donc ça, c'est les derniers résultats qui permettront de le confirmer, avec toujours un risque d'introduction du virus. Et c'est pour ça qu'on met en place des mesures de renforcement de la protection sanitaire, notamment au niveau des plateformes aéroportuaires, avec des protocoles qui sont renforcés, avec un processus de vaccination qui est également renforcé. Mais si on retrouve cette situation
demain ou dans les prochains jours, l'idée est de lever toutes les restrictions et de reprendre une activité normale. Bonjour, André Roisé pour Radio Jido. Ma question, c'est envers Madame Chamorro. Donc, remercier déjà sur le traitement des personnes qui sont sans abri. Donc, remercier du travail. La dernière fois, vous avez parlé de ce travail-là, vous avez parlé ça avec émotion, du travail qui a été fait avec les responsables du lycée d'Okamo. Est-ce que par la suite, est-ce qu'il y a une véritable réflexion de fond pour traiter la question, que ce soit pour les sans-abri, mais aussi pour les établissements de l'enseignement privé? Alors, il y a deux parties dans votre question. Sur la question de l'hébergement des personnes sans domicile fixe, il existe déjà, comme je le rappelais, bien sûr, des associations sur le terrain qui vont à la rencontre de ces publics sous forme de maraude, et il existe déjà des établissements d'hébergement. Je pense effectivement qu'il faut qu'on réfléchisse, et cette période nous l'a montré, à peut-être accentuer en partenariat notamment avec les communes, puisque la ville de Nouméa est particulièrement par exemple engagée sur ce sujet, d'avoir des actions de réinsertion. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les personnes qui étaient hébergées à Dokamo pendant cette période ont réalisé des travaux d'embellissement, des travaux de maçonnerie. Donc il y a eu aussi des moments, puisque nous étions dans l'enseignement privé, dédiés à la spiritualité. Et je pense qu'il faut être attentif au bilan de ce type de période pour effectivement réfléchir peut-être à des dispositifs un peu innovants, plutôt sur ce volet réinsertion. Sur la question des enseignements privés, avant que nous abordions cette période de confinement, se posait surtout la question du financement des enseignements privés, que ce soit de l'ADEC, de l'ASE ou de la FEP. Donc il y a une série de réunions qui est en cours actuellement, qui vont reprendre prochainement pour justement caler ces questions de financement entre les diverses collectivités compétentes et aboutir ensuite à une contractualisation pérenne pour vraiment que l'on puisse démontrer une fois encore le soutien que nous voulons apporter à l'enseignement privé qui scolarise à peu près 25% des élèves de Nouvelle-Calédonie. Donc on remercie, effectivement, la deuxième partie de la question, c'était pour aller dans ce sens-là, parce que les différents rapports de la Cour territoriale des comptes pointent effectivement ces enseignements qui reçoivent beaucoup de financement public, alors que leur statut juridique en tant qu'association était, pas bancal, mais qui rejoint aussi ce qui a été soulevé durant le Covid, la situation de la MNC. Est-ce que ces associations qui reçoivent beaucoup de financement à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à consolider? On voit déjà la mission de service public qu'ils occupent. Est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que pour l'enseignement privé, ça fait presque, on va arriver bientôt à 20 ans, que ce réseau d'enseignement privé-là demande que ça soit au moins consolidé leur financement. Est-ce que ça pourrait, est-ce qu'on peut espérer que ce dossier-là, in fine, ça va aboutir? C'est l'objectif. Après, je voudrais rappeler quand même aussi la situation politique particulière dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que le 16e gouvernement est en affaires courantes, ce qui nous oblige aussi à être sur certaines restrictions du traitement de nos dossiers. Alors moi, je ne vous cache pas qu'on continue à travailler, par exemple, sur l'enseignement privé. Je vais continuer à organiser avec les partenaires ces réunions de travail, mais au moment où il faudra prendre des décisions, avec des textes qui y seront associés ou avec des décisions budgétaires, pour l'instant, malheureusement, nous ne pourrons pas agir de manière efficace dans ces domaines. Donc voilà, on touchera aussi nos limites, on pourra continuer à travailler, mais on va toucher un peu les limites sur notamment cette question budgétaire qui est fondamentale. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, vous nous avez annoncé malheureusement le décès d'un patient venu de Wallis et Futuna. Combien reste-t-il de malades calédoniens au Medipôle actuellement et de personnes également qui ont été évassanées depuis Wallis? Est-ce qu'on sait s'il y a un certain nombre de malades aujourd'hui en réanimation? Oui, il y a 6 patients en unité Covid en service de réanimation exclusivement de Wallis et Futuna. Les derniers chiffres que j'avais, c'est qu'il ne restait qu'un Calédonien positif au Covid n'étant en service de réanimation. Je n'ai pas encore les chiffres actualisés, mais pour ce qui s'agit des patients calédoniens qui ont contracté le Covid, il n'en restait plus qu'un à ma connaissance. Le reste étant de 6 patients de Wallis et Futuna en unité Covid. J'attendais d'avoir les chiffres du jour du nombre d'injections de vaccins hier, parce que je vous ai donné le nombre global.
j'attendais d'être sûr du chiffre, puisque nous avons battu un nouveau record d'injection hier avec 2014 injections, ce qui montre que les objectifs fixés par la Nouvelle-Calédonie, et je sais que ça avait été une de vos questions il y a quelques temps de ça, savoir si notre objectif de 2000 était un chiffre atteignable, et donc oui, le chiffre est atteignable puisque nous sommes à 2014 injections au jour, ce qui est une performance assez remarquable, et je remercie encore les différentes provinces, la CAFAT et les différents centres qui ont pu ouvrir du Medipol depuis le début pour atteindre cet objectif. Donc André Croisé pour Radio Lido, la question pour M. Gigès. Donc on arrive petitement au déconfinement. On a eu l'expérience du confinement 2020, le confinement 2021, pour pouvoir capitaliser cette expérience-là pour le pays. Comment est-ce que vous pensez, organiser pour organiser le bilan? Est-ce que vous allez répondre du moins à la commission d'enquête qui a été sollicitée par un groupe politique, où vous avez un autre levier pour pouvoir faire ce bilan-là, un bilan assez exhaustif pour parer éventuellement, comme on a l'habitude de dire, faire entendre. Il n'y a pas 2 sans 3, on ne souhaitait pas, mais au moins pour se préparer en cas d'éventualité. Si ça se passe en 2022, peut-être qu'il y aura le 17e gouvernement d'ici 2022. Mais et ça sera pas nous. Mais plus sérieusement, on n'est jamais préparé à affronter ce type de crise. Et je crois que aucun gouvernement n'a la prétention de dire que quand ils ont été élus à la tête d'un territoire ou d'un pays, ils étaient prêts à affronter une crise sanitaire d'une ampleur qui était inédite. On a appris en 2020, on a quelque chose qui nous est tombé dessus où on a dû s'adapter. On a mis en place des mesures, notamment de quatorzaine, de fermeture des vols, de procédures sanitaires qui ont été extrêmement rapides en 2020 et qui ont permis à la Nouvelle-Calédonie pendant quasiment un an d'être un territoire Covid-free. En 2021, on savait que ça pouvait arriver, c'est-à-dire qu'on sait que le virus se tape de manière beaucoup plus forte aux différentes portes du monde, enfin avec des variants qui sont de plus en plus contagieux, et donc on s'était préparé à ça, et les décisions suite à la détection d'un cas positif ont été extrêmement rapides parce qu'elles étaient préparées. C'est-à-dire qu'on a décidé de fermer les vols le 7 mars dernier suite à la détection de 8 cas en Nouvelle-Calédonie. Je pense sincèrement que le fait d'avoir fermé ces vols extrêmement rapidement et d'avoir une procédure extrêmement rapide et qui était prête à éviter justement la propagation du virus, et qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation sanitaire de quasi Covid-free. À quelques jours près, on pourra l'annoncer. Mais tout ça, c'est quelque chose qui a été préparé en amont et qui continue de se construire, puisque c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle, un dispositif d'alerte pour donner justement de la visibilité aux Calédoniens sur le niveau de propagation du virus et quelles mesures de restriction correspondent au niveau d'alerte sera présenté la semaine prochaine. Donc on est dans une évolution permanente, et je crois qu'on peut être fier des différents services. On a été hier à la DAS avec les membres du gouvernement pour remercier les agents qui se sont impliqués justement dans cette campagne. Il y a d'autres directions de la Nouvelle-Calédonie, la DSCGR, la direction des services informatiques également, qui ont été extrêmement présents, des agents qui ont été sur le pont maintenant depuis un an, et qui sont dans l'anticipation et l'évolution permanente des différentes mesures. Sur la commission d'enquête, je crois que j'ai déjà répondu 2 fois à cette question. Je pense que les députés devraient plus être aux côtés de la Nouvelle-Calédonie plutôt qu'être dans la polémique permanente. Claudine Berry, AFP, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé la création d'une bulle sanitaire cette semaine. Dans la mesure où on est en passe de redevenir Covid-free, est-ce qu'on pourrait intégrer cette bulle, et est-ce que des discussions sont en cours avec ces 2 pays? Donc c'est à partir du 18 avril que cette bulle se mettra en place entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Vous savez, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas décréter tout seul qu'il y ait une bulle entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Il y a des discussions qui sont permanentes depuis un an, et je remercie les personnes du consulat australien et néo-zélandais qui sont nos amis, avec qui on a un échange permanent. Je crois que ça a été déjà très long entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour constituer cette bulle, avec des pays qui sont de taille importante et des pays qui ont des liens qui sont quand même extrêmement forts, avec des procédures qui ont été complexes à mettre en place. Je
rejoins un peu ensuite la question qui a été posée par Monsieur Fraizé, c'est-à-dire que on prend les choses les unes après les autres. C'est-à-dire que là, on était dans une situation de redevenir Covid-free, on est en passe d'y arriver. Il y a des questions sur les voyages, sur la vaccination, sur tout ça, et je crois que step by step, pour arriver justement à la mise en place de ça. Si c'est pour mettre en place une bulle, pour que derrière on ait à l'introduction d'un cas et qu'on doit reconfiner, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment des discussions qui doivent être approfondies avec les différents pays, justement pour mettre en place toutes les conditions sanitaires qui sont appropriées à ça et à une vraie solution pour remettre en place ces échanges avec nos voisins, c'est la vaccination, et c'est à quoi on tend aujourd'hui avec ce record d'injection en une journée qui a été atteint. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, justement sur la vaccination. On sait par exemple qu'en métropole, certaines fins de fioles sont perdues. Est-ce que c'est le cas ici ou est-ce qu'on a 100% d'injection de tout ce qui est donné par l'État ? On a des aiguilles, des excellents infirmiers qui arrivent parfois à faire 7 doses sur un flacon. Généralement, on est sur une moyenne de 6, mais il n'y a absolument rien qui est perdu et tout est utilisé. Et on a une compétence au niveau des services hospitaliers calédoniens qui est remarquable, puisqu'elles sont utilisées au maximum de ce qu'elles peuvent être. Très bien, je vous propose de s'arrêter là. Donc demain, annonce sur la suite des différentes mesures de restriction ou non. Et la semaine prochaine, un point particulier sur la question des transports sera réalisé pour donner de la visibilité justement aux gens qui sont bloqués. Merci à tous. Merci.